Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets variés. Je suis Marie et j'ai décidé de parler fort de sujets qui nous parlent tous et toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode aux côtés de Marine, pour un sujet qui concerne malheureusement des milliers de femmes à travers le monde. Dans un rapport de 2018, le Haut Conseil pour l'égalité des femmes et des hommes a déclaré que 6% des femmes, soit 50 000 personnes, se déclarent insatisfaites du suivi de leur grossesse ou de leur accouchement. Une femme sur deux ayant subi une épisiotomie déclare l'absence totale d'explications sur le motif de cet acte, et 3,4% des plaintes déposées à l'Ordre des médecins en 2016 concernent des agressions sexuelles et des viols commis par des médecins. Aujourd'hui, nous parlerons donc de violences gynécologiques et obstétricales. Le HCE en donne une définition très précise qui a été renommée d'actes sexistes se produisant dans le cadre du suivi gynécologique et obstétrical des femmes. Ces actes sexistes, durant le suivi gynécologique et obstétrical, peuvent être des gestes, des propos, des pratiques, des comportements exercés ou omis par un ou plusieurs membres du personnel soignant sur une patiente au cours de son suivi, traversés par la volonté de contrôler le corps des femmes. Ils sont le fait de soignants, soignantes, de toute spécialité, femmes et hommes, qui n'ont pas forcément l'intention d'être maltraitants. Et pourtant, ils peuvent prendre des formes très diverses, des plus anodines aux plus graves. Le HCE identifie 6 types d'actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, dont certaines relèvent des violences gynécologiques, notamment non prise en compte de la gêne de la patiente liée au caractère intime de la consultation, propos porteurs de jugement sur la sexualité, la tenue, le poids, qui renvoient à des injonctions sexistes, injures sexistes, actes exercés sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente, actes ou refus d'actes non justifiés médicalement, et enfin, violences sexuelles, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol. Marine est passée par là, et pourtant, son histoire ne s'arrête pas à un accouchement d'une violence inouïe. Par-delà la gravité des actes subis pendant son accouchement, Marine a dû faire face à la mort, et elle nous racontera comment elle a en quelque sorte choisi de rester sur cette terre. Les expériences de mort imminente sont rares, très discutées, très controversées, mais pourtant il me semble bien réelles. Bonjour Marine, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Bonjour Marie. Alors, je m'appelle Marine, j'ai 39 ans, je suis dans ma 40e année, période charnière. Je viens du sud de la France et depuis une quinzaine d'années, j'habite en région parisienne. Je suis pharmacien de formation. J'ai exercé en tant que pharmacien d'officine et puis en industrie. Et depuis 3 ans, la naissance de mon deuxième, je reste à la maison, je suis mère au foyer et je développe une activité d'accompagnement en parallèle. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour échanger autour de ce que tu as vécu en tant que femme, mais surtout en tant que maman. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta première grossesse ? Alors, je suis tombée enceinte en 2012. Ça a été assez rapide parce qu'en étant pharmacien d'officine, j'ai eu pour habitude de rencontrer beaucoup de personnes qui avaient du mal à tomber enceinte. Donc, je me suis dit que je subirais le même lot. Et pourtant, ça a été extra rapide. Donc, je tombe enceinte. J'ai des saignements au départ. Donc, il y a quand même un petit climat de peur qui s'installe. Puis beaucoup de contractions, ce qui m'oblige à m'arrêter quelques semaines. Et puis mon travail, à l'époque, je travaillais pas en officine, mais en entreprise, donc en bureau. Ils m'autorisaient à faire du télétravail déjà. Donc, en télétravail, je venais une semaine par mois au bureau parce que le travail était assez loin et ça me permettait de rester à la maison, mais à continuer à travailler à plein temps. Voilà, la grossesse s'est déroulée, un peu sur ce fond de peur parce que l'image que j'en avais, ce que j'en connaissais, ce qu'on m'en avait dit, ce qu'on en perçoit, ce qu'on en sait, de la télé, des récits des mères, et autres. Donc voilà, j'appréhendais un accouchement, douloureux, et difficile. Et puis les mois ont passé et puis on arrive au test de diabète. Évidemment, je suis diabétique, diabète donc gestationnel.
Du coup, enfin, quand on rentre dans la catégorie diabète gestationnel, on rentre dans plein d'examens et toute une multitude de tests, de suivis, d'échographies et autres. Le stress augmente, ça amène pas à une grossesse sereine. Et puis par-dessus, bon, je suis asthmatique et je fais de l'asthme, donc voilà. C'est des conditions quand même assez pas fluides pour une grossesse sereine. Des peurs de l'accouchement surtout, liées à plein de récits assez dramatiques, quoi. Aucun récit finalement que je connais où ça s'est bien passé. Donc une appréhension. Et puis une totale confiance, bien sûr, dans le système médical. Voilà, c'est la seule chose qui me rassure à l'époque, c'est ça. Être dans les mains des médecins, me faire accoucher en fait, me faire accoucher. Voilà. Mmh. Et donc du coup, ton accouchement a été le point de départ de nombreux questionnements. Comment s'est déroulé cet accouchement justement? Tu as notamment, j'introduis un petit peu, mais tu as vécu 2 choses décisives dans ta vie. Déjà, d'une part, ces violences gynécologiques et une mort imminente. Donc, je te laisse nous dire avec tes mots ce qui s'est passé, comment s'est déroulé cet accouchement, ce qu'il en a découlé et comment tu l'as vécu. Donc c'est donc 2012, et ma date de terme est prévue, le 27 décembre, donc 2 jours après Noël. J'ai ce diabète qui est là. C'est un petit diabète, hein, j'ai pas d'insuline, voilà, c'est un diabète qui est finalement, assez classique presque, où je dois juste faire attention à mon alimentation. Au dernier rendez-vous, au dernier monitoring, parce que j'ai un suivi, rapproché sur la fin de grossesse, ils me disent que j'ai quand même un risque de gros bébé, lié au diabète et qu'il va falloir me déclencher. Et ça, donc on parle du 18 décembre. Je me rendrai compte après que c'est peut-être pour des raisons d'accommodation de la période de Noël que la date, qu'on m'a proposé un déclenchement. Donc ce déclenchement, je le vis pas très bien, mais toujours pareil, en confiance totale, ils savent. Je sais que moi j'ai pas envie, je le sais, intérieurement je le sais. Mais bon, cette sensation n'a pas de poids à l'époque. Je m'en remets bien sûr, aux grandes décisions. Je reste en maternité en fait pour le dernier monitoring, ils me gardent. Enfin ils me demandent de revenir plutôt. Donc je reviens, je suis déclenchée, le déclenchement prend pas, avec, un tampon de Propès. Ça dure jusqu'au lendemain où j'ai beaucoup de contractions très fortes, mais il y a rien qui se passe. Bon après en rentrant un peu dans le technique, mon col est toujours fermé. Et du coup, il me propose de faire la péridurale parce que la péridurale, pourrait accélérer les choses. Je pense que là, j'ai eu une rupture des membranes aussi, mais ça, on m'a pas du tout prévenu. Péridurale, ça veut dire aller en salle de travail et que le travail commence. Donc j'appelle mon mari pour lui dire de venir et il est 20h le soir. Et puis donc péridurale, rien ne se passe toujours, ça s'ouvre, mais vraiment de manière, très lente. Il se passe des choses, enfin, il y a des échanges entre les médecins, les sages-femmes et autres, mais sans qu'on soit vraiment au courant de ce qu'on fait. Et puis, comme il y a rien qui prend, le médecin vient et me dit qu'on va devoir faire une césarienne. Et là, pour le coup, je dis non. J'avais vraiment pas envie d'une césarienne. C'était quelque chose qui était, pas possible pour moi. Donc, je lui dis que je veux vraiment pas une césarienne. Et il me dit: «OK, je vous laisse encore 1 heure, mais dans 1 heure, il y aura plus de négociation, on y va». Et pendant cette heure, le travail a commencé. Alors en plus, la péridurale avait pris que d'un côté. Je pense que les doses d'ocytocine, donc qui déclenchent, avaient été bien augmentées. Enfin, je pense pas, je l'ai su après. Et là, j'ai des douleurs incroyables, de contractions, mais sur déclencheur. Donc je sais pas trop ce qui se passe, s'ensuit finalement il revient au bout d'une heure et il me dit: C'est bon en fait, le col s'est ouvert finalement et il est là et donc faut pousser». La poussée s'est passée de manière très rapide, sous de la menace, hein, que le bébé allait pas bien, que vraiment fallait accélérer, hem et accepter peut-être aussi tout ce qui se passait. Il fallait accélérer le travail, on m'appuyait sur le ventre, on me disait: «Mais poussez», enfin on m'engueulait quoi, vraiment vraiment on m'engueulait, ça a été très rapide au final cette poussée, ça a duré, 10 minutes il me semble, et le bébé est arrivé. Bon voilà, déjà ça avait été quand même assez violent, assez difficile, assez douloureux. Ils attrapent le bébé, mais là je sens que donc je suis toujours sur la table et je sens que la panique monte, que le stress arrive. Je sais pas ce qui se passe, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je demande même à mon mari de tendre l'oreille parce que je sens que quelque chose, tourne pas rond et qu'ils se disent des trucs qui vont pas.
Et je lui dis: «Écoute, ce qui se passe, il y a un truc» et en fait, ça va très vite. Il y a beaucoup de monde qui rentre dans la pièce, on cale, le petit avec mon mari, dans un coin, moi, je me sens pas bien, j'ai du mal à respirer. Alors comme je suis asthmatique, je me dis que c'est ça après l'effort, et puis, bon, il finit par me dire qu'en fait, je fais une hémorragie de la délivrance et une hémorragie assez importante et du coup, bon là, il se passe, sans me prévenir, en fait, quand on fait une hémorragie, le process veut qu'il y ait une révision utérine parce qu'il se peut qu'un morceau de placenta soit, laissé, dans l'utérus, ce qui fait que l'utérus croit que le placenta est encore là et donc les échanges sanguins se font encore. Donc on procède à une révision utérine. Donc une révision utérine, ça veut dire que le médecin, met sa main jusque dans l'utérus, on fait le tour pour vérifier qu'il y ait aucun morceau qui soit resté accroché. Oh mon Dieu. Et là, surtout enfin la péridurale était toujours, que d'un côté en fait, hein, elle avait pas pris et sans me prévenir donc j'ai senti ce mouvement et je l'ai senti enfin on sent, hein, ça a été assez très douloureux, vraiment très douloureux. Encore cette impression, cette sensation, violente quoi, enfin de ouais de se sentir, je sais même pas comment dire. C'est une rentrée en puissance à l'intérieur, on ne sait pas d'où ça vient et très, très douloureuse. Et bon évidemment, il y avait rien, le placenta était sorti en entier et bon je le comprendrai plus tard, mais c'est évidemment ce déclenchement qui a été, très fort, abusif, enfin avec des doses, qui n'étaient pas les bonnes, que l'utérus a tellement contracté, a trop travaillé, puis s'en est épuisé en fait et n'a pas pu recontracter, normalement après la sortie, après la délivrance, la sortie du placenta. Donc donc ça coule, hein, ça coule, ça coule, ça coule. Moi j'essaye de comprendre ce qui se passe. On m'en dit 2 mots, mais c'est tellement, on sent tellement le stress parce que je pense que c'est une des situations les plus graves pour la mère, que c'est panique à bord totale. Bon, je vois bien mes normales, je vois bien ma tension, j'ai quand même accès au tableau, enfin aux écrans et je vois bien qu'il y a des choses qui vont pas. Moi, je respire pas bien et puis j'ai cette sensation, cette intime sensation que si je m'endors, en fait, ils me disent: «Laissez», je pose des questions, ils me disent: «Mais, vous occupez pas, laissez, dormez presque» et moi, j'ai cette sensation, de si je m'endors, que je reviendrai pas, en fait. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais je pouvais pas m'endormir, c'était sans retour, en fait. Donc je reste éveillée. Il y a une force intérieure, qui me maintient éveillée pendant tout ça. Je sais que j'ai des moments de où je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens parce que j'ai des discours qui sont complètement incohérents. L'étape suivante, c'est que j'entends, «On transfuse». Ça a été douloureux ça aussi, on transfuse. C'est pas: «On va vous transfuser», c'est pas, «Est-ce qu'on peut vous transfuser?» Je sais que c'est complètement que dans le contexte, ça aurait pas été possible, «On peut vous transfuser», mais c'est ce dont j'aurais eu besoin en fait pour pouvoir dire oui quoi, pouvoir donner mon accord sur un acte qui me semblait, là encore hyper invasif. Accepter quelque chose de l'extérieur encore en soi quoi, et non, ça a été on transfuse quoi. C'était même pas la gravité du on transfuse qui m'a alertée, c'était cette invasion et on transfuse et puis on appelle le SAMU en fait parce que j'ai accouché en clinique et il faut savoir qu'une maternité de type 3, même si j'avais choisi une maternité de type 3, on est en type 3 et en sécurité, maximum si on peut le dire, pour les enfants. Dans le cas de l'hémorragie de la délivrance, donc j'ai accouché en région parisienne et il me semble 3 plateaux, techniques qui permettent l'embolisation, et qui est donc on injecte dans les veines, un produit qui va permettre, au réseau veineux de se recontracter, et de refermer donc ces artères et veines qui sont en train de couler, sans retenue. Donc il faut me transférer et on me transfère, donc j'accouche dans le 15e et on me transfère dans le 18e, à Lariboisière, ce qui est pas la porte à côté. Ça prend quand même pas mal de temps tout ça, voilà et donc on me dit que je vais être transférée, que ça pourrait être un peu violent, voilà, que le SAMU est pas toujours très tendre, mais bon, voilà, qu'il faut que je m'accroche. Et puis je suis toujours là, hein, surtout, je suis toujours, quand même, un minimum consciente. Donc je dis au revoir à mon mari et à mon bébé. Je leur dis au revoir. On se dit au revoir, on se dit vraiment au revoir parce qu'au vu de la situation, il y a rien qui enfin tout le monde court, c'est vraiment l'urgence quoi, hein, et on sent bien que la situation est vraiment très grave. Et puis, bah, donc le SAMU me transporte. Alors, le SAMU finalement ça a pas été si violent que ça sur toute l'expérience. Et puis donc on arrive à Lariboisière. C'est là que je crois que je perds, pied. Là ça devient très flou. Je suis encore là, sans être là. Je me rappelle de ce long couloir en fait jusqu'à la salle, j'ai été admise en salle de réveil.
il court en me transportant. Moi, je suis sur un brancard et là, il se passe un truc. Voilà, alors j'ai du mal à en parler, parce que je ne sais pas toujours comment ce sera accueilli, et que je n'en ai pas parlé à beaucoup de monde d'abord. Mais là, à ce moment-là, je vois la Vierge. Je vois une lumière et j'ai vu la Vierge. Voilà, elle est là et il y a plus de notion de temps en fait. Il y a comme un moment de pause. Ouais, un moment un peu hors du temps. Ça va être un peu comme 2 moments parallèles. Il y a ce qui se passe, où je vois ce qui se passe, je suis consciente de ce qui se passe et une discussion, intérieure, sur le fait de rester, ou pas, de faire un choix en fait, de qu'est-ce qui se passe maintenant. Et donc point de vue, conscient physique, c'est dur, hein. J'arrive, il y a 10 personnes, je me crois dans Urgence, hein, il y a 10 personnes qui m'attendent, enfin une dizaine qui m'attendent, les bras en l'air, enfin les bras, les 2 mains dans les gants, les bras sur le côté, ils sont là, ils attendent, il y a une prise d'assaut un peu, hein, ils me sautent dessus, sans me parler, sans rien, sans le moindre échange, pour me faire des branchements, de partout qui prennent pas. En plus, je pense que là, je suis vraiment dans une position, enfin, je suis entre la vie et la mort, hein. J'ai des tremblements, je suis en choc, donc ils n'arrivent pas je bouge tellement qu'ils n'arrivent pas à me brancher aux divers tuyaux et cathéters. C'est une scène assez violente quand même. Ils n'arrivent pas d'un côté, ils s'y prennent de l'autre. Du coup, bon, je suis un peu abîmée. Bon. Et puis en parallèle, ouais, voilà, ce truc un peu hors du temps où je dois faire un choix je me rappelle prier et supplier pour rester en fait. Pour rester parce que, bah, il y a un petit bébé qui m'attend, de l'autre côté, quoi. C'est même pas tant pour moi finalement. Je sais pas si plus tôt j'aurais fait les mêmes choix sur un accident de voiture ou voilà, un autre accident. Mais là, en tout cas, le choix, il était très clair dans ma tête. Il fallait que je reste, quoi. J'étais devenue maman, donc fallait que je reste. Ils m'ont branchée et voilà, tout était allé dans leur sens. Enfin, tout était fait pour que je parte faire cet examen, donc l'embolisation. Et là, tout s'arrête, en fait. Dans le dossier, hein, c'est écrit que, bah, tout reprend. L'utérus se remet à se recontracter, que tout repart. Alors, lentement, hein, je suis restée un moment après parce que j'avais quand même des normales qui étaient pas du tout, normales. Mais l'utérus se recontracte, il y a plus de saignement et finalement je pars pas en embolisation. Voilà, les gynécos étaient descendus, et c'est elles qui me font l'annonce que finalement, il va rien se passer. Et là, bah, du coup, bah, en fait, tout le monde s'en va. Ils me laissent sur une table, donc nue, hein, avec des fils partout, les scotch aussi, là, l'électrocardiogramme, enfin voilà, tout un attirail, pas possible. Et on me laisse là. Et puis chacun retourne à ses activités. Et on me dit que je passerai, sur un lit un peu plus tard. Et là, je pleure. Je pleure, je pleure, je pleure. Enfin, je pleure pas, j'ai pas de sanglots, ça coule en fait, ça se vide. Comme si, ouais, je m'étais vidée une première fois, puis là, il y a un relais qui se fait par les yeux. Voilà, je me souviens d'une phrase qui était, bah, enfin je crois que c'est un médecin qui est passé et qui me dit, «Mais pourquoi vous pleurez là? C'est bon, tout est fini là». Et me dire: «Bah oui, c'est vrai, bah oui, tout va bien, pourquoi je pleure en fait? Ça y est, c'est fait, c'est bon, je suis sauvée». Même moi en fait, même moi, j'ai même pas de reconnaissance vis-à-vis de ce qui vient de se passer. Et puis il y a un médecin, je me souviens d'un médecin, mais je pense que c'était un médecin étranger, donc un externe, enfin un échange, un Erasmus et qui vient me prendre la main, juste qui me prend la main et qui vient me dire: «Ça va, maintenant c'est fini». Et ça a été les seuls mots sympas de tout ça. Seul échange où quelqu'un a fait preuve d'empathie. Et après, bah, je suis restée quand même 2 jours, 2 journées entières et une nuit donc, dans cette salle de réveil de la Riboisière qui est quand même, assez, c'est une salle commune, hein, c'est une salle commune, enterrée sous terre, il y a pas de fenêtre, il y a des éclairages, et puis c'est une salle de réveil, donc c'est une salle où les gens se réveillent, ils sortent d'opération et puis dès qu'ils commencent à ouvrir un œil, montent en chambre. Donc il y a aucune expérience de cet endroit en fait, de manière consciente. Et moi j'étais totalement consciente. Donc je pense que c'est déjà en plus c'est un personnel qui n'a pas l'habitude de discuter avec des patients éveillés.
Donc voilà, donc j'étais, voilà, il y avait des personnes au bout du lit qui venaient, parler, comparer les constantes, je saisissais des bribes parce que, bah, quand même voilà, j'ai quand même un discours, médical, acquis donc j'en saisissais des bribes, j'ai compris certaines choses, j'arrive même pas à dire encore dans quel état j'étais à ce moment-là. Je sais pas où j'étais, je comprenais pas ce qui venait de se passer. J'avais eu un bébé, quelques heures avant, j'avais le ventre tout ramolli. J'étais, sur un lit, il y a des gens qui venaient parler, mais pas me parler, hein, parce que c'est pas vous vous sentez comment, où vous en êtes et cetera. C'était elles, des équipes qui tournent parce que, bah, c'est l'hôpital. Et toutes les 2 heures en plus, on vient me donner, des coups de poing dans le ventre, vraiment des coups parce qu'on on fait poire sur l'utérus. On fait, un effet de poire pour voir si, en appuyant fort, va sortir encore du sang. Donc Ils te donnaient des coups de poing comme ça? ouais, toutes les 2 heures, ouais. Enfin, bah, le poing sur le ventre et puis on appuie, fort parce faut atteindre l'utérus pour que ça fasse vraiment, un effet de pression quoi, comme Mmh. quand on appuie sur une poire, médicale. Ouais, je vois. Voilà. Donc pour voir, bon, il en sortait plus, hein, c'était ou du sang, c'était des caillots, mais il y avait plus ça saignait plus. Mais en tout cas, il y a une surveillance qui doit être et toutes les 2 heures, on venait vérifier que ça reprenait pas. Donc voilà, faut pas oublier que, ben, sur les protocoles, d'accouchement, ben, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, hein, depuis donc j'avais pas mangé depuis, midi la veille. Pas mangé, pas bu. Alors, j'avais une perf, hein, mais j'ai eu, des sensations, alors pas de faim, mais de soif terrible, terrible et on voulait pas me donner à boire. J'avais le droit de sucer des compresses mouillées. En fait, ouais, j'étais dans un niveau quand j'en ai parlé, enfin après, hein, quand j'ai avec une psychologue, enfin, quand j'ai dû parler du truc, ce qui en est sorti, c'était vraiment j'ai eu l'impression d'avoir été, enfermée dans une cave, dans un endroit où on venait juste vérifier de temps en temps, que j'étais encore en vie, quoi. Voilà. J'avais le Mmh. droit à rien. J'ai pas eu droit aux besoins de base, de manger, de boire, j'avais aucune hygiène. Je venais d'accoucher quand même, enfin je me sentais sale, je me sentais, enfin, il y avait eu un effort, ça avait été quand même déjà rien que l'accouchement avait été douloureux, difficile, j'avais fait un effort, j'étais épuisée, j'étais sans habit, j'étais sans rien, j'avais un drap qu'on soulevait, qu'on enlevait, qu'on me remettait pas forcément, voilà, j'étais nue dans une pièce avec des milliers de personnes qui circulaient, des brancards qui rentraient, qui sortaient et j'ai demandé, je crois, au moment de partir, ouais, quand même, j'ai dit: «Excusez-moi, vous pourriez au moins me faire une petite hygiène peut-être quand même?» Enfin voilà, ça fait quand même 48 heures que j'ai pas été lavée, j'avais des scotch partout, j'étais bleue, verte, jaune, et on a accepté, on m'a fait un truc rapide, hein. J'ai eu la chance que mon mari puisse rentrer parce que c'est des salles où on peut pas rentrer, mais j'ai eu la chance que mon mari puisse rentrer. Donc il arrivait à me passer me voir, mais il était partagé entre, ben, le petit et moi, bah, 15e, 18e, pleine période, c'était le week-end avant Noël. Voilà et donc suite à ça, ben, retour à la maternité vers 17h je suis partie de là, hyper, remerciante, hein, vraiment il m'avait sauvée, et même encore maintenant, je veux dire, il y avait aucune agression, aucun geste qui a voulu être, méchant. C'était vraiment ils faisaient ce qui leur avait été demandé de faire, ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils savaient, voilà, c'était des normales à remettre au bon chiffre quoi, hein, mais j'étais pas humainement, moi j'étais pas humaine en tout cas. J'étais complètement déshumanisée, ouais. Et puis, sur cet épisode en plus de mort imminente, que j'ai mis longtemps à comprendre, hein, vraiment longtemps, j'en parle depuis peu. Sur cet épisode où ouais, bah, où, on sait pas ce qui s'est passé quoi. Je suis là et je sais pas pourquoi je suis là en fait, en vrai. Mais je suis encore là. Je suis encore là et puis il y a un petit bébé qui m'attend, je l'ai à peine vu. On me l'a mis un peu au sein parce qu'en mettant au sein, l'allaitement, engendre des contractions donc c'était, recherche de la contraction maximum, hein, produits, bébé, tout ce qui pouvait, massage de l'utérus, tout ce qui pouvait, favoriser les contractions avait été employé. Donc on m'avait collé le bébé au sein, c'est le seul échange de regard que j'ai eu, avec lui, mais voilà, je me rappelle me demander à mon mari: «Mais est-ce qu'il est,
il est normal, il a tout, il est petit, il est grand. En plus, j'avais un souvenir d'un 35 écrit au tableau. Là, quand ils écrivent les trucs, je me suis dit, mais il doit être, c'est un nain, il est minuscule. En fait, c'était le périmètre crânien. Voilà, enfin, complètement paumé, quoi, complètement paumé, puis faible, parce que j'ai eu une énorme souffrance cardiaque. J'ai fait un choc, je suis restée longtemps en fait parce que mon taux d'hémoglobine ne remontait pas. Donc voilà, j'ai été très faible pendant un moment. Et puis j'ai retrouvé mon bébé, voilà. Et puis je suis restée 10 jours, 10 jours en fait. On a passé Noël là-bas. Voilà pour ce qui est du récit juste de l'accouchement. Ouais, mais du coup, les violences que tu as subies, déjà, c'était cette ignorance de la part des autres médecins, de la part voilà, de très peu d'accompagnement, on va dire, psychologique pour un peu comprendre ce qui se passait, pour te demander l'autorisation. Enfin, quand je pense qu'ils ont Alors ça a été rentré la main dans ton utérus d'un mmh, coup, mmh, sans te prévenir, quoi, mmh, quasiment. non. Ouais. Ouais, alors ça a été, en fait, le chemin, ça a été très difficile de comprendre, ce qui avait pas été, en fait. D'abord parce qu'en revenant à la maternité, le médecin est quand même venu me voir, m'a dit que c'était très, très rare ce qui s'était passé, que ça arrivait jamais. Enfin, c'était un cas sur, je sais pas combien, mais 10 000, voilà, et moi, bon, j'avais pas été très bien préparée à l'accouchement. J'avais suivi la préparation de la maternité. Je m'étais pas renseignée plus. De toute façon, on s'occupait de moi, on m'a couchée, donc voilà, pas grand-chose à savoir. Un peu aider à peut-être à souffler pour le moment du travail, mais et quand il est bon, donc je suis pas hyper préparée et l'hémorragie de la délivrance, je pense que ça avait dû être émis, à un moment, comme un risque, mais c'est tout, quoi. Naturellement, en tout cas, je me suis dit que c'était ce déclenchement qui avait forcément, engendré ça, quoi, que c'était pas possible autrement, Mm. et il m'a dit: «Pas du tout, pas du tout», ça a été, très violent aussi, «Pas du tout, et s'il fallait recommencer, on referait exactement la même chose». Donc ce qui se Oui. crée, c'est que, en fait, tout est normal et que c'est moi, c'est mon corps qui s'est pas accouché, quoi, que c'est moi, c'est mon corps qui Ouais. a pas su, qui sait pas. Donc ça a été une grosse culpabilité. Ça, je sais que ça a été violent dans les premiers, dès le départ. Je sais que ce déclenchement était violent parce que j'en voulais pas. Je sais que ce déclenchement était violent, parce qu'il était, même pas, sur une date, enfin, quand on déclenche pour un diabète, il faut vraiment que le diabète soit déséquilibré. Il faut vraiment qu'il y ait un pressentiment de gros bébé et pour le coup, mes échos, elles prévoyaient un bébé tout à fait normal, mais j'ai accouché d'un bébé tout à fait normal puisqu'il faisait 3 kilogrammes 5 à 7 jours du terme. Donc on n'aurait pas atteint des dimensions, surnaturelles. Puis on accouche plus, et puis on déclenche plus tôt que ça. On déclenche plus tôt qu'1 semaine avant le terme. Donc j'en voulais à ce déclenchement, j'en voulais à cette décision qui tournait autour de Noël, voilà, qui me semblait bizarre. J'en voulais à ces décisions prises, à la va-vite. J'en voulais, ouais, pour ce geste qui était facile à analyser pour le coup, qui avait été quand même très intrusif. J'en voulais pour la transfusion. Voilà, c'était ça. Et puis après, le chemin vers l'hôpital où ça a été vraiment, en fait, c'était là que ça a été le plus violent et le plus insidieux. Ça, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le comprendre parce que j'étais tellement en reconnaissance de ce qui s'était passé, voilà. La maternité m'avait mis HS et l'hôpital m'avait sauvée, en gros. Et c'est Mm. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils m'ont relarguée, ils avaient pas les capacités de faire ce qu'il y avait à faire, donc c'est l'hôpital qui m'a remontée. Mais c'est les conditions, non humaines, quoi, que j'ai rencontrées. Alors oui, à la maternité, par des actes qui ont été faits sans me poser de questions, sans me demander. L'épisio, bien sûr, l'épisio n'a pas été, enfin, ça part du déchirement des membranes, hein, on m'a rien dit, le L'épisiotomie, il me semble, quand tu recous, oui, c'est ça? l'épisiotomie, c'est quand tu, il alors, non, on recoud si c'est une déchirure, mais une épisio, c'est on ouvre, hein, justement pour Ah, faciliter, c'est encore un un acte préventif. On ouvre pour faciliter, pour, faire une plus grande ouverture et ensuite on recoud. d'accord. Et toi, tu as eu Voilà. une épisiotomie J'ai eu une épisiotomie, ouais. et on t'a prévenu? Non, non, ça fait partie des actes qui demandent en effet, C'est fou, mais un consentement. c'est impensable. Enfin, un acte si brutal, si violent, enfin, Les épisios, c'est quand même très courant, hein, même si on en parle de plus en plus, c'est très courant. Alors la révision utérine, c'est quand même moins courant parce qu'il faut une situation d'hémorragie. Sinon, enfin, oui. quand il y a pas de ça saigne pas, il y a rien à vérifier, c'est que le placenta est bien sorti. Donc c'est quand même moins courant. Mais les épisios, ouais, c'est des actes de tous les jours, les épisios dans toutes les maternités. J'ai plus les taux, mais c'est ouais. Ouais.
Mais c'est d'une violence inouïe quand même. Oui, je crois, oui. Je crois, quand on vit les choses, on se rend je dirais qu'on se rend toujours moins compte, mais oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Oui, c'est violent, ouais. Enfin et puis surtout, c'est le corps, quoi. C'est le corps parce que je te dis même sans réaliser la violence, après c'est mon corps qui a parlé, en fait. Parce que tout ce que j'ai ressenti à l'hôpital, enfin tout ce qui a été vécu à l'hôpital, c'est ce conflit intérieur qui a été compliqué parce que mon corps a mon psychique, bah, tout ce qui était, intérieur, hurlait et mon mental, disait: Mais non quoi, puis ça va et puis ils t'ont sauvé et puis, Mmh. et ça en fait je m'en suis rendu compte, un peu par hasard. En fait, j'allais, chez une copine, chez qui j'étais jamais allée, mais qui habitait à côté de la Riboisière et bon, quand elle m'a dit qu'elle était, c'était une copine de travail, à côté de la Riboisière, bon, j'ai eu un petit, quick dans le ventre là, en me disant: «Oh, bon». Bon, mais voilà, sans plus et puis, bah, voilà, on s'y rend avec une autre collègue de travail et là, en fait, elle se gare devant la Riboisière et là, j'ai eu une crise de panique, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai eu une crise de panique, en fait. Mmh. Mais, vraiment, hein, je respirais plus, je tremblais, enfin ça a été, j'avais jamais fait ça, moi j'ai pas compris, hein, surtout que je suis vraiment dans le j'ai une éducation qui me demande à être dans le contrôle. Voilà, on retient, on s'exprime pas trop, tout va bien, on s'étend pas, sur les malheurs. Je pense que j'aurais pu avoir cette capacité de contrôle, quoi et là, je l'ai pas eu. Là, ça a été le corps a parlé, mais a hurlé, quoi, c'était plus fort que tout, quoi et là, je me suis dit qu'il s'était passé quand même quelque chose à la Riboisière que j'avais pas compris. Mmh. Que ça matchait pas, quoi et bon, après ça a été en travaillant, en discutant, en revoyant les scènes, en comprenant, que c'était pas de façon volontaire, comme tu le disais en introduction. C'est pas des actes, je me suis pas faite agresser, mais je pense que c'est tout un mécanisme, ouais, un fonctionnement acquis, c'est un peu l'industrie, quoi, enfin, surtout en plus, bon, dans ce service-là où ils ont personne, ils parlent pas aux gens, hein, ils vérifient les constantes et ouais, où j'étais plus rien, j'étais un morceau de viande, j'ai envie de dire. Bon, ouais, Ouais. voilà. Oui, tu t'es retrouvée complètement isolée dans cette salle de réveil. T'étais toute seule, en fait, finalement et puis on te parlait pas quand on venait s'occuper de toi, quoi? Non, alors j'étais pas enfin, c'était une salle commune, hein, donc ça aussi Oui. c'est violent, donc on était dans des box. Toute la journée, j'entendais, madame, machin, réveillez-vous, madame, truc, réveillez-vous. En plus, Ouais, ouais, c'est un peu une ambiance en plus un peu mortuaire quand même. C'est ouais. que des gens qui sont dans le coma, c'est que des gens qu'on est en train de claquer sur la joue, pour les réveiller, puis dès qu'on sent que, il y a une petite reprise, ils s'en vont. J'étais même pas seule, j'étais dans un box et ouais, bah, toutes les 2 heures, il y avait cette personne qui venait me mettre des coups de poing dans le ventre que j'appréhendais, je la voyais arriver. Il y a plus une fois, je l'ai même retenue, elle m'a dit: «Je suis désolée, je dois vraiment le faire». Je lui ai pris le poignet, je lui ai dit: «Non, non», j'avais peur en fait Mmh. et elle m'a dit: «Je dois le faire quoi. Tenez-vous, accrochez-vous, mais il faut que je le fasse» et voilà, les visites à plusieurs, hein, et ouais, faut pas oublier puis j'étais nue quoi, j'étais nue, sur cette table, une j'avais ma lèvre inférieure avait triplé de volume suite enfin j'appelle ça les branchements qu'ils ont essayé de me faire. Je me rappelle demander les glaçons pour diminuer, cet hématome qui était vraiment énorme et sucer en cachette les glaçons quoi, tellement j'avais soif. J'ai atteint des niveaux de soif, c'est dur mais j'aurais bu ma pisse, hein, vraiment, hein. J'étais à 2 doigts de le faire quoi, hein. Je pouvais pas parce que mais c'est ça, j'avais même ça, je uriner, aller à la selle, je pouvais pas me lever, je pouvais rien faire. Vraiment les besoins primaires, pendant 48 heures ont été, ben, Bafouée. ouais, 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 non, non, inexistants quoi, inexistants. J'avais une poche pour l'urine, bon, selle, il s'était rien passé donc il y en avait pas, manger non, boire non, dormir à peine parce que, ben, au milieu des bip bip toute la nuit, du gars d'à côté qui ronfle, à tue-tête, il y en a une qui a été sympa qui est venue m'apporter mais en pleine nuit, des boules caisses. Ouais, donc du coup, c'était vraiment l'horreur, quoi. Enfin, tu as vécu, 48 heures où tu savais pas trop ce que tu faisais là et Sur le coup, ça a pas été enfin, je pense que si ça avait été l'horreur sur le coup, je pense que j'étais dissociée, en fait. ouais, Enfin, ouais. je pense pas, je l'ai été, j'étais dissociée. Si tu veux, il y avait plus du tout de, ça aurait été l'horreur en conscience, j'aurais hurlé, enfin, alors
qu'on soit d'accord, c'est pas non plus ma manière d'être, de m'imposer, de râler, enfin, pas de râler dans ce sens-là, en tout cas, d'imposer des choses ou de. Mais là, je pense que j'étais tellement dissociée que, en fait, tout se passait, puis il fallait me sauver, en fait. Enfin, voilà, tout était. Et puis, je pense qu'il y a aussi cette connaissance. Enfin, moi, je suis quand même d'un milieu médical, même par ma famille, de mon éducation. Voilà, on fait confiance aux médecins, la médecine sait, tout était normal en fait, tout devait être comme ça. Puis c'était une Donc forme de protection quelque part. et de protection, je sais pas, peut-être de tout lâcher pour laisser faire, peut-être. Et peut-être que c'est ce qui m'a protégée parce que dans ces conditions-là, j'aurais pu en effet, aussi, craquer autrement, quoi. Mmh. Là, moi aussi, j'étais qu'à moitié là, en fait, hein. Enfin, ils me considéraient pas, mais je crois que moi-même, j'étais qu'à moitié là, hein. Après bon, j'ai pas assez creusé, la mort imminente aussi, hein, je sais qu'il y a des sorties de corps, je sais qu'il y a des choses un peu plus, ésotériques peut-être. Voilà, moi j'ai une vision de la scène d'en haut, mais pas c'est vrai que j'ai une vision de la scène, par-dessus quoi, pas vraiment, pas toujours à ma place. Donc ouais, je pense que ça c'est un système de protection, ouais. Et finalement, tu as décidé de rester et de t'accrocher à la vie. Ouais. Mais cet accouchement, ça a quand même été une épreuve terrible. Comment est-ce que tu t'es relevée de ce traumatisme? Est-ce que tu as pu bénéficier d'un suivi après? Est-ce que tu as été aidée, accompagnée? Ça a été très léger parce que à la maternité donc bon déjà, le médecin qui te dit que bon, c'est de ta faute, ça aide pas. Ensuite, ils ont quand même envoyé une psychologue, qui est venue 2 fois. Il m'assurait un suivi sur 6 mois, je pouvais revenir. Voilà, sur 6 mois, je pouvais revenir voir la psychologue et parler de ce qui s'était passé. Et puis, le médecin, enfin un des gynécos m'avait, conseillé, un psychiatre quand même. Donc quand même conscient, du traumatisme que tout ça peut engendrer, quelque part, même si tout le monde a voulu l'amoindrir. J'ai eu deux visites de la psychologue pendant le séjour et puis ensuite, j'y suis pas retournée, non, j'y suis pas retournée et personne m'a rappelée, hein. Je pense que bon, il y avait de ma responsabilité à y aller ou pas, mais je pense que quand, enfin après c'est les lectures, hein, qui m'ont informée, mais que quand on sort de ce genre de choses, je pense qu'on laisse pas partir les patients, comme ça, quoi. Donc non, et puis bon, moi les premiers mois, j'étais fatiguée, mais normal, puis il fallait que je remonte quand même de cette hémorragie, hein, j'ai quand même perdu, la moitié de mon sang, hein, donc hem, j'avais une grosse grosse souffrance, au cœur, voilà, il y avait quand même beaucoup de choses beaucoup de médicaments, j'ai repris le boulot et puis on n'a pas été aidés, mon fils faisait, du reflux, gastro-œsophagien et un gros reflux et du coup, on dormait pas. Donc ce qui a compliqué la situation. Enfin bon, dans tout ça, plus la maternité, enfin voilà, le chamboulement de la maternité, moi je m'enfonçais en fait. J'allais pas bien, j'avais des flashbacks, c'est je j'avais sans le savoir, parce que j'avais tous les symptômes du stress post-traumatique, hein. Dès qu'il y avait une ambulance, je pleurais, je pleurais tout le temps, il y avait des moments où j'arrivais pas à m'occuper de mon enfant, donc je me suis décidée à aller voir la psychiatre. C'était une démarche pour moi, hein, d'aller voir un psy, même si je m'étais toujours dit qu'un jour je ferais ça, mais ça a été quand même une démarche. Voilà, je l'ai fait, il avait quand même 8 mois, hein, donc c'est vraiment que je voyais que je m'en sortirais pas et cette psychiatre, en fait, travaillait avec eux et j'ai eu quelques rendez-vous, il s'est pas passé grand-chose, je racontais, je parlais et puis, un jour, à un entretien, elle revient en me disant: «Bon, j'ai vu votre médecin, votre gynéco, il m'a parlé donc en effet, il vous a déclenché mais sur un col favorable, blablabla, blablabla» et sur un col favorable, moi, ça a fait ding et le col était pas du tout favorable. Le matin même, elles arrivaient pas à attraper le col, enfin, il était tellement antérieur, elles n'arrivaient même pas à le toucher, enfin et là, j'ai compris qu'en fait, ils bossaient ensemble, quoi et même elle m'a dit: «Bon, écoutez, tout ce que vous ressentez avec tout ce vécu, c'est normal finalement, c'est normal que vous soyez comme ça. Je pense que voyez encore un peu et puis, dans 6 mois, si ça continue, vous revenez». Ouais, donc Voilà. laisser aller complet,
Bah, ce qui était, je pense quand même, non-assistance à personne en danger, hein. À mon endroit, j'étais quand même vraiment pas bien. Donc voilà, donc j'avais fait cette démarche d'aller voir un psychiatre, voir un psy même tout court, quelque chose de psy et je m'étais fait un peu remballer quand même et du coup, ben, bon, bah, stop quoi. Enfin, ça s'arrête là et puis, bah, je voulais voir un psychiatre parce que toujours dans cette médecine, dans ce médical, pur, voilà. Bon, les jours ont suivi et puis, c'est 6 mois après. Bon, j'allais toujours pas bien, hein, j'étais quand même, alors je faisais bonne figure, hein, ce modèle de tout va bien, je savais faire bonne figure, mais, intérieurement et puis une fois rentrée et puis, et puis c'est surtout que j'ai eu aussi enfin, il y avait un stress post-traumatique, je mettais pas encore le mot, un symptôme de viol aussi. Mon mari pouvait plus me toucher, moi je pouvais plus, me mettre, nue, alors je suis pas d'un départ, je suis pas du tout pudique. Il y avait un problème avec mon corps, quoi. Il y avait vraiment un gros, gros Mmh. problème. C'était ça aussi qui avait été déclencheur. Donc tout ça, bah, évidemment, ne s'est pas arrangé en 6 mois. Moi, je voulais plus la voir parce qu'il y avait eu un mensonge et que je me suis dit: «Enfin, on va pas avancer, en fait. Si elle croit, ce q» enfin, je me confie à elle, je parle, c'est pas pour qu'elle aille demander vérification au médecin à côté, quoi. Mmh. Donc et puis c'est une collègue de travail qui me dit qu'elle va voir une psychologue elle et qu'elle l'aime bien et que voilà, je devrais essayer, parce que malgré tout, ça se voit quand même que je suis pas très bien. Même si je fais bonne figure et que je cache, je pense qu'il y a un seuil où en fait ça finit par se voir. Elle me dit de prendre rendez-vous et bon psychologue, bof quoi, enfin psychologue quoi et en fait, elle va avoir l'écoute, elle aura l'écoute nécessaire pour que je pour m'accueillir, pour m'écouter, pour me soigner, sans faire de diagnostic par contre, évidemment, mais en tout cas, elle me fait de l'EMDR pour diminuer le trauma. Parallèlement à ça, mon fils qui dort pas donc quand même alors j'accuse quand même l'accouchement en me disant, que bon, il a eu quand même 2 jours seul, hein, dans un berceau avec, 3 visites. Voilà, cette séparation, j'accuse un peu ça en me disant, qu'il y a un problème, psychologique donc je l'amène voir quelqu'un quand même, une pédopsie et donc on va voir cette pédopsie et donc je lui raconte évidemment, l'accouchement. Puis mon fils, il a 1 an, passé, voilà, c'est pas et c'est elle qui me parle de stress post-traumatique, en fait. Elle me dit: «Non mais ça s'appelle un stress post-traumatique, ce que vous vivez et heu et ça se prend en charge, et vite». Bon, alors je la prise en charge venait de commencer, enfin ça a été en simultané, en fait, j'avais commencé un peu de séances de MDR qui a été assez bénéfique. Et puis j'ai fait un peu de FT aussi avec, un médecin généraliste qui m'a quand même, bien atténué le trauma. Mais c'est vrai que de mettre un mot dessus, c'est ça, il y a l'ignorance aussi de tout ça, en fait. Moi j'ai lu beaucoup de choses, enfin, en me sentant complètement, décalée, enfin, à pas comprendre, à errer dans cet événement, en fait, constamment, jour et nuit. C'était obsédant. Bah, j'ai cherché, j'ai lu, et c'est vrai que de savoir que ça existe, en fait, de mettre des mots, ça Ça aide. libère. Ouais. Ça aide, ouais, ouais, bah, on comprend, en fait, on comprend et oui et c'est ce vécu, ce ressassement d'idées, ces stress, ces cauchemars, voilà, tout correspondait, en fait, tout avait un nom, tout était connu et ça rassure, il y a un endroit où ça Mmh. rassure. Et donc tu as été quand même suivie, même si ça a pris du temps, Du coup, ça t'a oui. aidée? Du coup, bah, par moi-même, j'ai trouvé des issues et oui, je suis restée, bah, même, je la vois encore, hein, mais je suis restée, avec cette psychologue, qui m'a ouvert à d'autres choses et et puis, ouais, c'est celle qui m'a assuré le principal suivi, ouais, ouais. J'ai une question, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, voilà, le fait de devenir mère, c'est quand même un tsunami. C'est une vague, c'est énorme, c'est juste, c'est ta vie entière qui change. Enfin, comment tu as vécu, ce raz-de-marée? Le fait de passer de femme à mère d'un petit être dont il faut s'occuper. Tu n'es plus totalement seule, enfin, tu un être vivant qui dépend entièrement de toi. Donc, comment tu as vécu cette vague et quel lien tu as pu tisser, avec ton bébé alors que tu as été séparée de lui, durant ses premières heures de vie? Alors oui, enfin, je pense que c'est un tsunami en effet de base et là avec ces conditions, ça a été compliqué. Moi, je dis que c'était ma fin du monde parce qu'en plus, j'ai accouché enfin, je suis revenue de la maternité, je suis revenue à la maternité, pardon, le 21 décembre 2012 et c'était la grande date, annoncée de fin du monde.
Je sais pas si Ah, si ça te parle, mais dans le ouais. calendrier Maya, là, enfin, tout le monde en parlait dans les journaux et tout, c'était vraiment la fin du monde, quoi, annoncé. Et moi, ça a été ma fin du monde, quoi, vraiment, ça a été la fin du monde, quoi, de mon monde, en tout cas. Ça a été compliqué parce que j'avais très peur de retourner à la maternité. J'avais peur de lui en vouloir, en fait. J'avais peur de lui en vouloir, de cet événement, de me dire que c'était à cause de lui Ouais. que j'avais vécu ce truc absolument, horrible, quoi, cette descente aux enfers. Donc on m'a montée en chambre, j'étais dans ma chambre et puis tout d'un coup, il y a une infirmière qui arrivait avec le berceau, avec ce petit truc là qui Mmh. tout habillé, qui fermait les yeux. Je m'en suis approchée comme d'un objet bizarre, quoi, et puis, toujours, enfin, j'avais cette peur de ce sentiment, quoi, de le rejeter, en fait, et pas du tout. Ça s'est pas créé, enfin, ça a pas eu lieu et puis il a été hyper, cool, quoi. Enfin, les 10 jours à la maternité, ça a été, vraiment, paisible, il a été un peu en sourdine, quoi, je pense, quelque part. Non, ça s'est bien passé. J'ai eu un élan, je suis tombée amoureuse de lui. Ça a été, enfin, ouais, il y a quelque chose de fort qui s'est passé, quoi, de cette grosse interrogation, ça s'est, ça s'est envolé et puis j'ai pu l'allaiter un petit peu. Il lui avait donné à manger évidemment pendant 2 jours et ça, bon, j'ai appris après que c'était pas le biberon étant plus facile à téter, et puis, sur une mécanique de succion qui est différente, l'allaitement au sein, était un peu compliqué, donc ça a été douloureux. J'ai demandé un tire-lait, voilà. Mais bon, en tout cas, il y avait un endroit où ça me déculpabilisait un peu et du Mmh. coup, pendant 2 mois, j'ai maintenu, ce semi-allaitement parce qu'il y avait beaucoup de nuits que je pouvais pas faire moi, j'étais trop fatiguée. Enfin et puis beaucoup de moments, où je devais me reposer. En l'allaitant, je pense que ça m'a un peu déculpabilisée. Lui, il a été cool les premiers jours, les premiers mois et puis, bah, c'est après que c'est déclenché, son reflux et voilà et puis moi sur fond de psychologiquement, pas disponible du tout quoi, pas Mmh. disponible et même physiquement au début, faible, et puis, prise dans cet événement, prise dans ces pensées omniprésentes quoi. De ressasser l'événement en long, en large, d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, voilà et là, un bébé qui commençait à pleurer, qui commençait à pas être bien, à devoir gérer, à vouloir être toujours porté, c'est des bébés qu'on peut pas allonger, les bébés qui ont du reflux. C'est des bébés qui se réveillent, alors bon ça dépend, mais nous ça a été toutes les heures, voire toutes les 20 minutes. Il y avait des nuits où on Ouais. dormait pas. On allait travailler, mon mari, venait de se réinstaller, il était hyper occupé. Et je pense qu'il y avait aussi un peu de déni aussi de la situation, enfin, ou une forme de fuite en tout cas de ce qui s'était passé parce que lui, il a pas eu l'occasion non de le vider quoi, tout ça. Donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué, j'étais effrayée quoi. Mmh. Je savais pas quoi faire et puis lui, il était confrontant, par ce manque de sommeil, par des crises, tout ça, ça a été, un peu une bataille quand même un peu plus tard, hein, disons que je pense que le lien s'est créé au début, le lien s'est créé, heu, contrairement à ma peur de départ, mais il était fragile, il était très fragile. Moi, j'avais pas toujours la force de m'en occuper, mon mari rentrait tard, je me rappelle de soirées où je lui donnais quoi, je lui donnais, il arrivait, il passait la porte et moi je m'enfermais, dehors, loin, je voulais plus entendre un bruit, un cri. J'ai été seule aussi dans tout ça. J'ai été seule parce que, dans ma famille, dans notre famille, tout allait bien maintenant, le bébé, que la phrase classique, que le bébé va bien, tout va bien et c'était ça, le bébé allait bien, même si lui a eu une souffrance, hein, quand même aussi à la naissance. Le bébé allait bien. Moi, finalement, il y avait plus de soucis, donc c'était reparti quoi, tout va Mmh. bien. Donc je me suis sentie, seule, vraiment seule. Et puis, comme tout ce qui est confrontant, on trouve d'autres idées, d'autres solutions. Moi, je partais sur un modèle éducationnel assez strict aussi, ça passait pas quoi. C'est là qu'il était confrontant, ça passait pas. Donc j'ai dû, changer de fusil d'épaule. Et puis, comprendre, d'autres formes d'éducation, d'autres formes de communication, d'autres formes de gestion, d'autres formes de liens aussi. Voilà. Mmh. Donc le lien s'est créé, petit à petit, je dirais, il est encore en train de se créer, je dirais. Ah oui.
Mmh. Non, mais il reste, enfin, je pense qu'il reste quand même des traces forcément de tout ça. Mmh. Il reste des traces. Alors c'est un sujet, dont je parle avec lui, hein, de son a il le sait, on en a parlé plusieurs fois. Il a maintenant bientôt 10 ans, donc en plus, bah, en fonction de son avancée, les questions sont différentes aussi. Donc voilà, c'est un sujet qui est pas tabou et je voulais pas que ça le soit. Hem, il est au courant, mais oui, il y a eu des manquements, hein, c'est sûr, c'est certain. Il y a eu des manquements. Donc Mmh. voilà, donc on rattrape aussi des choses. Et suite aux violences, gynécologiques que tu as vécues, est-ce que tu as pu entreprendre des poursuites? Et est-ce que enfin, comment tu as pu, réussir à te reconstruire? Alors, bah, comme je disais, il a bientôt 10 ans et c'est vrai que c'est une question qui me trotte encore. J'avais rien entrepris, mais depuis 10 ans, c'est vrai que la question revient de façon récurrente des fois. Et bon, et là, c'est l'étape des 10 ans et de la prescription. Donc là, ça me titille, et je sais pas, ma réflexion n'est pas encore aboutie. Mais non, j'ai pas entamé de poursuite. J'avais contacté, pas mal de personnes pour m'aider, pour m'entourer, pour, comprendre ce qui était faisable, quel recours, voilà, dont le SIAN qui, s'occupe, des violences, liées à la maternité. Le mieux aurait été d'écrire, des courriers. J'en avais pas la force. J'arrivais pas à écrire sur ça, j'arrivais pas du tout à écrire. Mmh. Voilà, puis le temps est passé, bon, puis là, ça se remet. Après, de manière personnelle, enfin, je me suis reconstruite, par les recherches, en fait, par toutes ces recherches que j'ai fait, les lectures, ce que je disais tout à l'heure, que savoir que ça existait. Il y a une personne qui s'appelle Marie-Hélène Lahaye qui écrit beaucoup, sur le sujet et ces lectures, elles m'ont éclairée. Voilà, que de rester dans des salles éclairées au néon, pendant des heures, pas manger pendant 48 heures, enfin voilà, c'est des supplices quoi. Donc que du coup le sens de stress post-traumatique que je trouvais dur, non, en fait, prenait sens. Que c'est des conditions de vie où il y a un trauma. Plus évidemment, se voir mourir, risquer de mourir, tout ce moment autour de la mort. Voilà, tout correspondait, ça existait, ça avait été vécu, c'était dénoncé en fait déjà, c'était dénoncé. De savoir que ça existe, je Mmh. dirais, puis d'avoir trouvé des réponses, sur tout ça et des rencontres aussi qui avaient pas les mêmes discours que: «Bah, non, on recommence si on fera la même chose la prochaine fois», voilà, des choses où des gens m'entendaient, me comprenaient, ne serait-ce qu'un peu d'empathie, en fait, sur la situation. À chaque fois, la situation, c'était, «Bah, non, c'est normal, c'est tout va bien, c'est tout ça», donc on je dirais qu'on n'ose, enfin, en tout cas moi, j'osais pas me dire, qu'il s'était passé quelque chose De d'horrible et grave. terrible, quoi. Ouais. Et quand on lit, et ouais, il y a une genre de validation, Mmh. dont j'avais besoin, en tout cas. Peut-être que pour d'autres, c'est plus clair, mais moi, j'avais besoin de cette validation, qu'on reconnaisse que j'avais subi des choses, qui marquent, Mmh. qui marquent. Voilà, après, ce qui m'a aidée, je pense que c'est d'avoir ce bébé, hein, d'avoir fait dans ce choix d'être restée, bah, c'est d'avoir ce bébé et de dans le sens où si j'avais voulu rester pour lui, il fallait aussi que je sois, bah, que ce soit pas pire, en fait. Mmh. J'avais voulu rester pour lui, donc il fallait, que je sois à la hauteur, quelque part. Beaucoup de renseignements aussi sur l'accouchement tout court, pas que sur ces violences, mais sur l'accouchement, comment il peut se passer. Et ce que je disais au départ, c'est que moi, la vision de l'accouchement que j'avais, c'était une vision, d'horreur, quoi, hein, où on pousse, ça fait mal, on hurle, on souffle, tout se déchire, enfin, c'est le drame, quoi. Et avoir lu d'autres récits, que ça pouvait se passer autrement, que tout ça, moi, de comprendre des mécanismes de fonctionnement, différents de ce que je connaissais, de m'ouvrir à d'autres choses, ça aussi, je pense que ça a été réparateur. Et puis évidemment, le plus réparateur de tout, ça a été, d'accoucher finalement une deuxième fois, ce qui était ma pire crainte, et qui m'a libérée. Ouais. Oui, parce qu'avec ce que tu avais vécu, c'était forcément, un stress, supplémentaire que d'avoir une deuxième grossesse, je suppose. Mais du coup, cette annonce, cette, arrivée d'une deuxième grossesse, ça a été le point de départ de nombreux questionnements autour d'un accouchement, du coup, qui serait plus naturel. Bah, du coup, quelles ont été tes découvertes et qu'est-ce que tu as mis en place pour vivre différemment ce deuxième accouchement? Alors,
Ouais, comme tu dis, accoucher une deuxième fois, pour moi, c'était inenvisageable. Ça a été très dur ce dilemme parce que j'envisageais pas un enfant unique, vraiment pas. On est 2 familles nombreuses, c'était terrible pour moi, sans raison, hein, mais c'était pas possible et accoucher, c'était pas possible. Donc surtout avec ce qu'on m'avait dit. Donc ça a été un gros dilemme. En plus, mon mari était assez demandeur. Ça a été un vrai combat, ça, à l'intérieur. J'ai pensé à l'adoption, j'ai pensé, enfin à plein de choses, mais surtout, à accepter en fait que ce sera un enfant unique, quoi. Voilà, c'est ça a été, un cheminement aussi. Et puis bon, bah, le temps passant et puis force de toutes ces découvertes aussi, de toutes ces choses, j'ai ressenti une envie, j'ai ressenti une possibilité. Et donc cette deuxième grossesse, elle était voulue, hein, c'était pas, un accident. Ça a été, je me suis sentie prête à recommencer et ça a été 5 ans et demi après. Mmh. Bon, en plus, ça a été compliqué pour le coup, cette fois-ci, ça n'a pas été aussi rapide que la première. J'ai eu des problèmes le scandale du lévothyrox. Mmh. C'était en 2017. Et moi, j'ai ce traitement pour une hypothyroïdie. Donc, c'est un changement. En fait, pour remettre dans le contexte, il y a eu un changement de formule du médicament, mais sans l'annoncer. Et enfin, ça a été même plus insidieux que ça. C'est que c'est moi qui avais fait l'annonce dans ma société. C'est moi qui avais, je travaille sur des sites internet. C'est moi qui avais fait l'annonce du changement du lévothyrox, mais on parlait que du changement de boîte, de packaging. Mais en fait, la formule avait changé, ce qui a entraîné des complications chez beaucoup de personnes, parce que c'est du microdosage. Et en fait, ça a entraîné des dérèglements. Et donc moi, j'en ai subi les frais, c'était l'été 2017, et au milieu de 10 000 effets secondaires, des fausses couches. Donc 2-3 fausses couches, et voilà. Et bon, déjà que c'était quand même un sujet compliqué pour moi, et je me suis dit: «Bon, on laisse tomber», en fait. Enfin voilà, moi, si j'avais accepté d'avoir un enfant, là, ça prenait pas, ça marchait pas, c'était peut-être pas le bon moment, c'était pas l'idée, et on a laissé un peu tomber le truc. Et puis je suis tombée enceinte. Donc bah, c'était là. Et une fois que c'était là, il allait falloir que ça sorte. Je pense que le déclic s'est fait, du deuxième. J'avais témoigné pour une journaliste qui avait écrit un livre qui s'appelle, Le livre noir de la gynécologie. Elle avait pour ce livre, mis, les dossiers des différentes personnes, témoignantes. Et donc moi, elle m'avait rappelé pour me dire que, ouais, les doses d'ocytocine avaient été, vraiment, des doses de cheval, en se demandant même si mon enfant était bien, s'il avait pas de problème, psychologique, physique, parce qu'il y avait eu des tracés de souffrance fœtale. Mmh. Donc bon, ça fait peur, mais en même temps, ça m'a hyper déculpabilisée, parce Mmh. que, moi, je vivais depuis 5 ans avec l'idée que c'était tout pareil, qu'on ferait pareil la prochaine fois et qu'il risquait de se passer la même chose. Là, Mmh. s'il y avait eu des déclenchements, que le déclenchement avait pu provoquer ça, ce qui confirmait finalement ce que je pensais. Voilà, peut-être que sans déclenchement, on pouvait envisager les choses différemment. Ça a été, le fruit des différentes lectures aussi, d'accoucher sans déclenchement, d'accoucher sans péridurale, du phénomène de l'accouchement, que le corps est capable d'accoucher en vrai, puisque en fait, il est fait pour ça, de reprendre sa responsabilité, de reprendre son pouvoir, que la femme est capable d'accoucher, qu'on est là depuis des milliards d'années, des milliers d'années, pardon, parce que juste par ce principe-là, en fait, que le corps accouche. Le corps de la femme est fait pour ça. Il est fait pour ça, et sans médicaments, sans rien, ça se passe en vrai. Donc je me suis accrochée à ça, cette puissance, je dirais, parce que c'est ce qui s'est passé, à cette confiance, voilà, que le corps est capable, en fait. Je pense aussi que j'ai eu la chance que pour le premier, la péri a pas pris, complètement, elle a pris que d'un côté, la péridurale. Et j'ai eu des douleurs des contractions, j'en ai parlé, mais vraiment des douleurs, atroces, quoi, vraiment atroces. Et je me suis dit que ça pouvait pas être pire. Enfin voilà, que les douleurs de contraction sont connues pour faire très mal, donc de toutes les façons, ça pouvait pas être pire. J'avais accouché par voie basse, donc la péridurale, elle m'avait fait mal pendant des mois après. J'avais eu, une insensibilité, du côté où ça avait pris. J'ai eu mal au dos pendant des mois. Voilà, je me suis dit: «De toute façon, en fait, ça pourra pas être pire, quoi».
Donc autant le tenter. Donc cette grossesse, j'avais les lectures, faites, mais là, ça devenait urgent de trouver des vraies solutions. Je me suis, en fait, je suis partie du postulat, j'avais accouché en maternité privée, qui nous a coûté, cher parce qu'on est resté quand même 10 jours, et je me suis dit que là, j'allais accoucher en hôpital de toutes les façons, parce qu'en hôpital, les transferts se font mieux quand même. Moi, le transfert a été très, très long, donc les transferts sont mieux, c'est l'hôpital, donc ils peuvent transférer le bébé, donc voilà, je voulais pas retrouver dans cette situation, de maternité où ils font tout pour que tu reviennes. Et je me suis dit: «Bah, voilà, tout l'argent que j'ai investi pour ce 1er accouchement, je vais l'investir dans des accompagnements, divers accompagnements». Donc je fais beaucoup de choses, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'aptonomie, j'ai fait, du chant prénatal, enfin tout ce qui me disait, j'ai essayé, puis je me suis, formée auprès de sages-femmes qui accouchaient à domicile. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Enfin ça, je voulais pas. Il y avait quand même un pourcentage, un petit pourcent, de chances que voilà, que ça se reproduise quand même. Je voulais être près d'un plateau, technique. Je l'ai pas entrepris. Puis de toute façon, personne avec mon passif, personne n'aurait voulu m'accoucher, chez moi. Et ça a été compliqué aussi avec ce passif. Qu'on m'entende, qu'on accepte, que je veuille pas de péridurale ou des choses comme ça, c'était inentendable. Plus évidemment, j'ai refait un diabète gestationnel et rebelote, rentrer dans le cercle, du diabète, de la case malade. Donc là, je trichais. Je trichais, je mettais des normes normales partout. Enfin, j'avais un diabète hyper équilibré. Et pas de déclenchement en vue, mais on m'avait dit quand même, enfin, le premier hôpital où je suis allée, où j'étais allée voir soi-disant un gynéco qui était compréhensif, m'avait dit qu'avec le diabète, c'était impossible que j'accouche dans une salle, ne serait-ce que d'une salle nature, que j'ai pas de péridurale, que tout ça, c'était pas possible, qu'il faudrait sûrement redéclencher même et tout. Donc ça m'a appris aussi à dire non, parce que j'ai rencontré des gens, qui obéissaient encore à leur, heu, à leur savoir, médical, à leur process, leurs normes, et pas à moi, quoi. Pas à Mmh. moi, à ce que j'avais vécu, et la gravité de la situation qui s'était produite, et les séquelles que ça avait engendré. Un discours très médicalisé quand même. Et toujours très médicalisé, ouais, Mmh. toujours. Alors Ouais. que toi, tu aspirais à quelque chose de naturel, sans Ouais. péridurale, sans toutes ces machines, et En fait, moi, j'avais appris que la péridurale entraîne un ralentissement, le ralentissement entraîne le déclenchement et entraîne, enfin, même sans parler de déclenchement au départ, hein, mais du coup, on aide parce que ça ralentit. Enfin, voilà, en fait, ouais. c'est des engrenages tout ça, hein. On met un petit truc qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, et qui altère toute la mécanique absolument magique, et Mmh. hormonale et prévue de l'accouchement. Mmh. Ouais, c'est ça enfin, je trouve que l'hôpital, et j'en ai quand même fait, 3, l'hôpital, il est pas ouvert à ce genre de discours, surtout sur un cas patho comme moi. Moi, j'avais du diabète, bon, sur ça, et puis j'avais un passif. Enfin, je veux dire, je pense que c'est le pire cas, d'école qu'on peut trouver, quoi, l'hémorragie qui déraille. Il y a des petites hémorragies, mais l'hémorragie, la vraie hémorragie, je pense c'est le truc qu'on n'a pas du tout envie de rencontrer, quoi. Et comment s'est passé ton deuxième accouchement justement? Alors mon deuxième accouchement, il y a eu aucun saignement déjà. Ça, c'était quand même ce que j'avais besoin de me prouver. Donc voilà, j'ai eu la chance parce que, malgré tout, à la maternité de Nanterre, on reste dépendant des gens qu'on rencontre sur le jour où on vient accoucher. En fait, la veille de enfin, quand j'ai perdu les os plutôt, bizarrement, j'ai été la grossesse a été quand même compliquée, hein. Elle a remise en question, elle a refait vivre des vécus, elle a des sensations similaires, des épisodes, voilà, un procédé, un parallèle, constant, quoi, hein, et puis dans cette recherche de solutions, des jours qui avançaient, et puis que voilà, comment ça allait se terminer, d'être dans un truc sans issue. Le bébé était là, et voilà. Donc la grossesse a été quand même, je pense, émotionnellement assez lourde. Après, je l'ai mieux vécue que la première. Je l'ai vécue plus en conscience que la première. La première, c'était, j'avais un bébé, parce que j'étais mariée, parce que c'était comme ça qu'on faisait, et puis que je continuais à travailler, et voilà, c'était accessoire. Là, je lui ai donné beaucoup plus de place. Mais quand même sur un fond, émotionnel, lourd. Mmh. Hem Et après, donc j'ai perdu les os, vers 17h.
J'ai appelé mon mari, mais hyper détendu. En fait, je crois que j'aurais accouché dans la voiture. Enfin, ce qui est le pire stress de la plupart des gens, je pense, c'est accoucher dans la voiture, alors que moi, c'était mon rêve presque. Donc, Mmh. accoucher avant d'arriver, tu vois? Et puis, bah, que si jamais, du coup, ça déraille, ben, être accueilli à l'hôpital et puis qu'on prenne les mesures nécessaires. Donc pas du tout, là, j'ai eu un relâchement, total. J'étais en confiance, je l'ai dit à mon mari que j'avais perdu les os, donc lui, il a commencé un peu à stresser, à me dire: «J'arrive, j'arrive». Je dis: «Écoute, franchement, te presse pas, voilà, enfin, ça va, on rentre à la maison», voilà, donc on est rentrés, il est rentré, on a mangé, on a fait des photos, on a préparé, mes dernières affaires. Moi, j'étais assez prête. On a amené mon fils chez ma sœur, voilà, en fait, je repoussais quoi, hein, le Mmh. je savais qu'une fois qu'on serait à l'hôpital, ben, on gère plus grand chose, hein, donc je repoussais quand même. Bon, on est arrivé vers 11:00 minuit, je pense, à l'hôpital, alors que j'avais perdu les os à 5:00, et bon, le travail n'avait pas commencé. C'était un peu enfin, ouais, il y avait des choses, j'étais obligée d'avoir un cathéter quand même, voilà, il y a des petites choses qui m'ont quand même qui ont été douloureuses quoi, enfin qui m'ont fait, qui ont été douloureuses, où ouais, j'ai pleuré, il y avait des petits flashbacks quoi, Mmh. c'était un peu dur. Mais bon, le travail avait pas commencé et puis, ben, quand la poche des os, s'est percée et que le travail commence pas, on te dit qu'il y a un risque d'infection et que et qu'il y a on peut déclencher quoi. Donc là, moi c'est le gros mot. Hem, donc bon, on m'a mis en chambre en attendant, puis on m'a dit: «Si ça commence, vous nous appelez surtout». Et puis ben, inconsciemment ou pas, j'en sais rien parce que enfin c'était pas conscient, mais le travail a commencé sans que je me rende vraiment compte finalement. Mmh. Je pense que je m'attendais à des douleurs terribles et ça a été, assez doux. Et puis en fait, le travail a commencé et a continué. On était en chambre et j'ai laissé faire. Je me suis même pas rendue compte que c'était parti quoi, et après prise dans la spirale du truc, voilà, il y a plus rien d'extérieur qui rentre, je n'étais pas ça m'a même pas traversé l'esprit de les appeler quoi. Et du coup, bah, j'ai fait tout le travail toute seule avec mon mari, on était super, c'était top, Mmh. c'était incroyable, on était dans la pénombre, dans notre chambre, on appliquait ce qu'on avait, vu, appris, mais de façon hyper fluide, hyper, douce, Je sais que j'ai eu mal, hein, parce que je me rappelle quand même lui avoir dit que: «Je te préviens, c'est le dernier», donc je pense que, Mmh. voilà, il y a c'est des rappels de phrases, tu vois? Mais il y a aucune sensation physique avec ça, quoi. C'est des douleurs qui ont pas du tout, alors que les douleurs avec le déclenchement, c'était ardos. Mais voilà et puis bon, bah, la poussée était là, et là, elles ont fini par venir et le problème, c'est qu'elles sont arrivées et j'étais en train de pousser. Donc Ah oui, donc tu étais vraiment sur la fin, quoi. Tu avais tout fait toute seule, quoi? j'avais tout fait toute seule, ouais. J'avais tout fait toute seule et de manière tout à fait fluide, hein, parce qu'elles sont arrivées, à vers 5:00. Voilà. Donc j'étais en chambre à minuit, ça a dû commencer vers 1 heure peut-être et puis à 5:00, j'étais en train de pousser donc j'étais en train de pousser. J'étais en train de pousser au-dessus des toilettes parce que, ne nous leurrons pas, il sort d'autre chose et bon, bah, je savais que c'était normal de procéder ainsi. Mais bon, je suis arrivée, et j'étais sur les toilettes. Là, c'était reparti pour un tour. Discours, infantilisant: «Mais vous êtes sur les toilettes, mais vous êtes en train de pousser, mais vous voulez que votre bébé il tombe dans les toilettes, mais vous allez pas accoucher là, Bon, tu es quand même en train d'accoucher, enfin tu t'es construit tu es dans une bulle quoi, tu es vraiment enfin, Ouais. il se passe un truc, pendant l'accouchement, tu es ailleurs quoi, hein. Enfin tu es en connexion, intense avec ton corps, avec le bébé, tu es partie dans un autre monde en fait, Mmh mh. et là, branle-bas de combat, «Mais qu'est-ce que vous faites quoi?» Et puis tout leur stress, de: «Oh pétard, c'est la cliente avec, 3 points rouges, 3 Mmh. 3 alertes, celle qu'il faut faire attention, faut pas louper, voilà». Parce qu'ils voulaient me faire la péridurale alors que je voulais pas, mais c'était fortement conseillé, donc je pense qu'ils auraient bien insisté, je devais avoir tous les branchements, au cas où pour, pouvoir piquer vite, bon. Donc je devais au moins avoir le trou de la enfin le cathéter qui sortait de la péridurale. Donc grosse panique, quoi.
Donc grosse panique, fallait aller en salle de travail. Enfin, elles ont essayé comme j'étais en train de pousser, elles ont accepté une poussée sur place, mais en fait, elles Ouais. étaient pas en position qui leur plaisait, elles étaient, enfin, ça leur allait pas. Ils ont dit: «Non, là, on va en salle de travail». Bon, j'avoue que mon mari, n'a pas su gérer, je pense, le moment, enfin, su dire non. En plus, c'est vrai qu'on saigne un petit peu, enfin, c'est normal d'avoir des saignements avec le bébé qui sort. Lui, je pense qu'il a commencé à paniquer. Elles m'ont, moi, j'étais pas que j'étais ailleurs et donc elles m'ont trimballée. On a traversé tout l'hôpital, donc je pouvais pas m'asseoir parce que j'avais la tête entre les jambes, à 4 pattes sur un siège roulant, les fesses en l'air, pour rejoindre la salle de travail. Voilà, donc ce qui est tout à fait, respectueux de l'acte, hein, en lui-même. C'est quand même un acte intime, hein, ça se passe Ouais, sur ouais. des zones intimes, c'est des ouvertures de sphincter, hein, même finalement pour parler, Ouais, ouais, ouais. comme le reste, je veux dire, c'est des choses qui se font dans l'intimité en vrai. Et là, on est, sous les éclairages à 15 personnes, voilà, Ouais. 15 personnes en plus, donc elles avaient aucune donnée, j'avais aucun monito, j'avais rien. Enfin, elles avaient rien, donc elles me prennent un monito, oh là là, et là ça recommence, ça va pas, le bébé va pas, c'est l'horreur, ah non, non, mais là faut pousser, là, on appelle le médecin, on met les spatules. Bah, voilà, on commence à rentrer dans une bulle de stress pas possible. En fait, elles prenaient mon pouls à moi. Elles m'ont forcément installée en position gynécologique. J'avais plus de résistance en fait. J'étais en train de pousser. C'est le moment où enfin, il s'est passé quand même le travail. On est plus faible. On est censé être loin dans sa tête. J'avais pas la force de dire non seule en fait. Enfin, Mmh. de maintenir 2 combats. J'avais l'accouchement en cours et puis me battre pour des principes quoi. Donc elles m'ont allongée sur cette table d'accouchement, les 4 fers en l'air et puis là ça a été compliqué parce que, bah, la poussée était fichue, j'y arrivais pas, ça a duré 1 heure. 1 heure de poussée, c'est très long. Mmh. C'est très long à hurler, à pousser comme une débile, ce que je voulais pas, parce que dans ce que j'avais vu, appris, on pousse pas en fait, le bébé sort. Donc à devoir pousser, parce qu'à pousser, mais pousser, bon, bah, finalement on le fait quoi, enfin on se sent pris Mmh. dans cette spirale. Voilà, il m'a menacé: «On va appeler le médecin, là ça va pas du tout», c'était dur quoi, c'était là aussi, c'était encore violent finalement. C'était violent parce que cette phrase de: «Le bébé va pas bien», et ben, en fait, avant d'être mère, enfin, on est déjà mère quoi. C'est pas parce que le bébé est Bah, là, oui. on est déjà mère. Et je me rappelle pour le premier c'était pareil. Quand on m'a dit: «Le bébé est pas là», mais j'ai tout donné. J'aurais pu tout déchirer, tout péter, tout lâcher. C'est ce qui s'est passé derrière, mais j'aurais pu tout lâcher pour qu'il sorte vite quoi, pour qu'il aille bien en fait. Mmh. On est déjà en tout pour son enfant quoi. Donc cette phrase, elle fait mal, elle est violente et elle est pas du tout dans le dans la bonne continuité de l'événement, quoi. Elle met tout de suite en stress et dès qu'il y a du stress, il y a tout qui Mmh. s'arrête, quoi. Bah, c'est un jeu hormonal qui est différent. C'est plus ce qui était prévu. Mmh. Donc voilà, bon, ça a duré 1 heure, il est sorti, ça m'en a cassé le coccyx quand même. Donc j'ai été pas mal immobilisée, après. Mais le lendemain, ben, d'abord j'étais là, ce qui était, extraordinaire pour moi. J'avais pas eu de péridurale, j'avais pas eu de choses, il y a juste un truc ils ont mis, quand même, de l'ocytocine, à la sortie du bébé, ce qui est une étape, indispensable dans les procédés, d'accouchement. Et ça vraiment j'ai pas pu dire non. Mais j'ai pu quand même, leur demander, enfin j'ai quand même pu négocier des choses. J'ai négocié que je leur ai dit: «Écoutez, les saignements ils arrivent quand le placenta s'en va. Donc on va laisser le placenta sortir tout seul, parce que normalement il tire dessus». Donc ça, elles me l'ont accepté. On a pu attendre un peu avant de couper le cordon. Voilà, elles m'ont accepté certaines choses. Par contre Mmh. ça, avoir l'ocytocine, à la sortie du bébé, ça c'était pas négociable. Donc bon, ça a été le seul produit, injecté et voilà, et j'ai vu la différence, la différence était flagrante, mais d'être bien quoi, d'être bien le lendemain, d'être, même malgré cette très forte douleur au coccyx qui m'empêchait de m'asseoir, d'être, physiquement et psychologiquement, bien et puis dans un état, de symbiose avec son bébé, complètement différent quoi, complètement Mmh. différent. Je l'ai allaité, et voilà, et puis surtout j'étais informée, j'étais alerte que Oui. non, pas de biberon. Ils ont voulu le nourrir parce que pareil, diabète, ça veut dire qu'il faut aussi le nourrir. Il faut quand même qu'il ait une dose complémentaire de lait.
Heu, Sauf que, bah, là, moi je voulais pas. Je voulais pas qu'il soit nourri au biberon, je voulais pas qu'il ait une autre tétine. Voilà, il y avait des choses sur lesquelles j'étais informée et qui étaient plus négociables. Mmh. Voilà, donc Oui, c'est le fait d'avoir été mieux informée parce que tu t'étais ouais, renseignée. ouais, Du coup, ouais. tu étais beaucoup plus prête pour ce deuxième accouchement? Ouais, plus prête et puis surtout, j'ai touché à des choses, intérieures, vraiment, cette confiance, j'ai senti je suis partie accoucher, de façon vraiment sereine, en m'en remettant à la vie, en fait. Vraiment, Mmh. je sais que il y avait un risque. Je me rappelle avoir fait le tour de mon appart, en me disant que c'était peut-être la dernière fois que je le voyais, voilà, voilà, en remerciant, voilà, de cette vie, d'avoir habité là, d'avoir vécu ce qu'on avait vécu, voilà, sans savoir si je reviendrais, d'avoir dit encore au revoir à mon fils. Mais, pas dans une panique, dans une acceptation de ce qui allait se passer, Mmh. totale. Voilà, dans une confiance totale, vraiment en mon corps et en la vie. Et pendant l'accouchement, pareil. C'était d'une sérénité, et du coup d'une puissance, heu, qui a été, je sais pas si j'ai encore les mots pour décrire cette sensation. Hem, de connexion, à plus grand, quoi, à vraiment plus grand. Mmh. À son corps qui est capable de faire des choses, dingues, de s'élargir, quoi, de s'ouvrir, ouais, de cette cascade, ce cocktail hormonal qui prévoit tout, quoi. Tout est prévu à, millimétré, enfin timé, à la perfection, et que devant ça, ben, on est obligé de s'incliner, en fait. On est obligé on peut pas rajouter des choses. On peut pas rajouter, et la péri et compter que là, ça fait 3 minutes et que ça devrait en faire 2, et que le client d'après arrive et que voilà, ça a pas sa place, en fait. Mmh. Ça a pas sa place. Donc 2e accouchement, si on enlève la fin qui a été remédicalisée, sous le stress, et finalement c'est le stress des autres, hein, qu'on prend, hein, c'est leur stress, c'est le stress du personnel médical qui je comprends, hein, qui est j'avais un dossier, coton, qui ça fait peur, et qui panique et qui te transmet ce stress, en fait. Mais tout le reste, ça a été incroyable. J'ai vécu vraiment 2 extrêmes, quoi, 2 Ouais, ouais, ouais. extrêmes. Et alors il me semble, que tes expériences de la maternité t'ont fait, t'ouvrir à une certaine forme de spiritualité et d'ouverture d'esprit, Ouais. à des approches, on va dire, moins classiques. Est-ce que tu peux nous en parler et nous partager un peu ce que tu as appris, ou mis en place, personnellement? Ouais, bah, oui, comme je te dis, j'ai touché vraiment à quelque chose de plus grand, ça en fait partie, hein. Ça a été compliqué, enfin, moi je suis d'une éducation, catho, hein, classique, catho, et puis quand même, alors peu pratiquante, mais quand même une spiritualité, enfin, une foi. Ça a été quand même assez, touché du doigt, hein, parce que, bah, j'ai vu la Vierge, hein, vraiment j'ai eu cette lumière, cette image, de la Vierge. Donc bon, je sais pas si c'est en lien avec, mon côté, enfin cette éducation, ce savoir, si je fabule, si je sais pas, je saurais jamais. Mais il y a eu cette Vierge qui était là, et il s'est trouvé que j'ai accouché dans une maternité catholique. Ouais. Donc ce qui était rassurant pour moi. En plus, ça apportait un cadre supplémentaire. Mmh. Hem Et que, à la maternité, ça s'est pas bien passé. Enfin, il y a des sœurs, hein, qui travaillent à la maternité, mais qui ont été absolument, horribles avec moi, qui me bousculaient, enfin le matin, il fallait que je me lève, il fallait que j'ouvre les volets, il fallait que je fasse, limite le ménage, que je prenne ma douche, enfin voilà, je revenais quand même d'un épisode compliqué. Je pense qu'elles étaient au courant, qu'il fallait que je m'occupe de mon bébé, et voilà, de façon brutale, hein, ça continuait. «Qu'est-ce que vous faites? Votre bébé là, il va pas se faire tout seul, il va après qu'il va se changer, il va prendre son bain», bon. Hem, voilà. En plus, on était à Noël. On était à Noël, Mmh. j'ai pas eu le droit de descendre à la messe de Noël, qui est quand même, voilà, enfin, s'il y a bien un truc qu'on fait quand on est catho, c'est quand même la messe de Noël. Là, il y avait quand même la messe dans la clinique et elles ont pas voulu que je descende, et bon, c'est mon interprétation, mais pour moi, ça faisait tâche. C'était une maternité assez chic et j'étais peut-être pas dans un état, qui était, souhaitable. Mais bon, on est dans une maternité, il y a des fauteuils roulants, enfin je sais pas, c'est le principe pour moi. Mmh. Donc il y a tout ce côté, catho, vraiment, ben, comment dire? Incarné, hein, finalement, sur terre, que j'ai vraiment repoussé. Voilà, l'église, tout ce qui tourne autour de ça. Et par contre, de l'autre côté, s'est créé, ben,
cette connexion que j'ai eue, ce choix que j'ai fait, dont je me souvenais quand même, cette, ouais, cette connexion à plus grand. Alors Dieu, enfin, il y a même plus de Dieu en fait. Enfin, c'est un truc plus, c'est plus du catholicisme quoi. C'est un truc tellement plus grand, tellement plus fort. En la vie, ouais, la vie peut-être juste une fois en la vie, dans son plus grand, il y a Dieu, je garde une attache à Dieu quand même, enfin à un Dieu en tout cas, quelque chose, mais sur lequel on met le nom qu'on veut quoi. Mmh. Je suis Hem, totalement d'accord avec toi, ouais. pour le coup, ça a été touché, une fois vraiment en passant à côté de la mort quoi, enfin la croisant, hein, vraiment, et puis, une 2e fois avec cette confiance totale, en étant prête à ouais, j'étais prête à partir mourir en fait cette fois-ci-là. C'était, et que j'y croyais pas quoi, que je me remettais à ce qui allait se passer et en ayant totalement confiance, voilà. Mmh. Hem Et puis après par d'autres choses parce que j'étais cartésienne, parce que, tout ce monde un peu, énergétique, ésotérique, moi c'était loin, hein, j'avais même pas envie d'entendre parler de ça, enfin j'y croyais pas, voilà, fallait voir un psychiatre, pas un psychologue quoi et de m'ouvrir, ça a commencé par la psychologue finalement, qui elle aussi m'a ouvert à certaines choses, certaines façons de penser. Des trucs auxquels, quand on touche, quand j'ai rencontré les problèmes, pathologiques, de mon fils, puis le second a fait pareil, un gros reflux, qu'on dort pas, qu'on est au bout de sa vie, on est prêt à tout en fait. On est prêt à tout, donc Mmh. à des solutions, beaucoup plus, bizarres, bon qui sont en plus pas très invasives pour le coup, hein. C'est des discussions, c'est des mains qui sont posées, c'est des choses, qui sont pas, on risque, il y a un coût, financier, mais il y a pas de Mmh. coût, autre. Bon, on est prêt à tout essayer et puis on essaye et il y a des choses qui fonctionnent, il y a des améliorations, du moins ça ouvre l'esprit ou ça connecte à d'autres choses, ça connecte à l'autre, ça connecte à soi. Petit à petit, oui, je me suis ouvert à d'autres choses, ouais. Ouais, à l'énergétique par exemple, à à le au corps dans sa globalité quoi, de manière plus holistique, à la méditation, enfin voilà, après j'ai fait des milliers de choses, hein. Ça n'a pas toujours marché d'ailleurs, hein, Mmh. j'aime bien fonctionner en essai et puis enfin j'ai besoin d'essayer, j'ai besoin de j'ai un esprit un peu chercheur, où j'ai besoin d'essayer et puis je me fais mon propre avis. Donc il y a eu des tests, il y a eu des choses, et des choses qui m'ont prouvé qu'il se passait autre chose. Voilà, Mmh. qu'il y avait d'autres choses que ce monde matériel. Ouais, je vois. Et avec le recul que tu as et les années que tu as de plus, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé changer pour ta première grossesse et ton premier accouchement? Ou bien est-ce que tu perçois ce qui t'est arrivé comme une forme d'expérience qui a aussi été à l'origine de ta résilience? Alors, si on me demande si je voulais changer quelque chose, j'ai envie de dire, tout, j'aurais voulu tout changer, je veux dire c'est un accouchement que je souhaite à personne. Ça a été la catastrophe, l'événement en lui-même a été, tellement traumatique et ce qui s'en est suivi, on pourrait dire que tout devrait être changé, quoi. Après, j'ai envie de dire rien aussi parce que ça a été le début d'un chemin initiatique, en fait. Ça a été le début de 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 enfin, ce que j'ai envie d'appeler une renaissance et de ma transformation. Ça m'a amené vers d'autres choses. Ça m'a fait changer, ma façon de voir les choses, mes relations, ça a été, j'ai compris, j'ai appris la résilience, je voilà, c'est aussi terrible que ce que ça a été, bénéfique, quoi. Donc, est-ce que je voudrais changer les choses? Non, non, parce que j'ai appris beaucoup. J'ai été forcée à découvrir, j'ai été forcée à changer des choses, j'ai été forcée à voir les choses autrement. Heu, j'ai affronté, des difficultés, heu, auxquelles la médecine ne répondait pas, en fait. Donc, ça m'a forcée à trouver d'autres issues. Ce qui a été dur aussi ça, hein, de remettre en cause le système médical pour moi, hein. Ça a été un parcours aussi ça, Mmh. hein. Voilà, ça a été tellement, ouais, initiatique, tellement transformant, ce chemin,
que je continue d'ailleurs, hein, qui est pas fini, mais qui m'a élevée, qui m'a vraiment élevée, dans tout, dans ma relation, dans ma relation, à mon fils, ouais, non, je pense que, je sais pas si je voudrais en repasser par là. Ouais. Mais maintenant que c'est fait, en tout cas, voilà, mais il faut que c'est fait, il faut que ce soit là. C'était comme ça. Donc voilà. Par contre, je pense qu'il y a là où le bas blesse, c'est qu'il y a un problème de transmission dans l'accouchement et de méconnaissance, et que c'est là que voilà, c'est là qu'il y aurait pu avoir, ça aurait pu être autrement si j'avais été, formée, enfin formée, Ouais. ne serait-ce qu'une transmission, mère-fille, tante, je sais pas, amie, voilà, sur un accouchement, comment il peut être quand il est vécu de façon positive, sur, un accouchement, comment il peut se passer quand il se passe bien, comment il doit se passer bien, sur, comment se passe un accouchement en vrai quand tout se passe bien. Faut, connaître tous les événements pour mon deuxième accouchement, tout le déroulé, de toutes les étapes, parce que c'est long un accouchement, enfin il se passe plein de choses. De connaître tout ça, ne bah, ça donne, une capacité de faire des choix éclairés Mmh. dans ce que le médical peut proposer, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas dites. On parle peu finalement des accouchements. Enfin, il y a des récits d'accouchements qui se passent très bien, évidemment, mais finalement, moi, les témoignages que j'ai pu lire, que j'ai pu voir, que j'ai pu accueillir, c'est souvent assez édulcoré. On n'en dit pas trop, quoi. Ouais, ouais, ouais. On dit les choses, mais sans plus, tu vois? Non, oui, faut pas, oui, c'est un peu tabou comme sujet. Mais au-delà de J'ai ça, même, ouais, dans tous les films qu'on voit, je veux dire là, enfin, tous les films, on représente les accouchements avec l'hurle, la malle, enfin, tout est représenté, de façon mmh, horrible, quoi. C'est ouais, tout, on baigne dedans, dans tout, dans toute notre culture. mmh. Ouais, c'est Donc sûr, c'est sûr. et en même temps, avec du recul, est-ce que j'aurais été capable d'entendre ça? Ça aussi, tu vois, tellement, baignée dans cette culture, justement, dans ce système éducationnel, est-ce que j'aurais été capable de l'entendre aussi, il y a 10 ans? Je sais pas. Mmh. Je peut-être pas, peut-être que j'aurais refusé d'entendre aussi. Donc ouais, il y a vraiment, un problème de transmission, dès le départ. Qu'est-ce que la maternité a changé en toi? Enfin, comment est-ce que tu vis le fait d'être mère? Là, avec du recul et ces années et ce chemin, je le vis comme un apprentissage. Il y a différentes, ma vision de l'enfant, des femmes, même du corps qui a changé. Tout ça, ça a changé. Tout ça, ça a été, remis à plat. J'ai vraiment, ouais, il y a eu une renaissance, quoi. Il y a eu une renaissance, je dirais, enfin, donc une naissance de moi. Je vais bien dire que je sais pas qui a mis au monde qui entre, entre mon fils et moi. Mais, il y a eu un nouveau point de départ à ce moment-là, où j'ai choisi de renaître, en plus par l'épisode de mort où je suis revenue, quoi. Il y a c'est cette symbolique-là, hein, où je suis revenue et où j'ai un peu tout réappris finalement, et puis tout réappris grâce à mon fils, donc dans cette maternité, parce que, ben, ouais, il y avait des choses, assez, confrontantes, éducationnelles que je connaissais, mais qui marchaient pas avec lui, quoi. Ça passait pas. Donc j'ai dû entrevoir tout ça différemment. Et du coup, avec tout ce que j'ai appris, j'en ai gardé, ce que je choisissais. Mmh. Si tu veux, je renais avec mes propres choix et mes propres nouvelles sensations, mes propres nouvelles façons de penser, mes propres nouvelles façons de voir. Voilà, et donc ça part de là et ça continue parce que avec mes enfants, je continue d'apprendre des choses. Les enfants, c'est Mmh. quand même assez confrontant, et voilà, et cette capacité de remettre en question ce que je connais, ce que j'ai appris, et de voir s'il y a d'autres solutions, et si ces solutions fonctionnent ou pas. Mais si finalement elles fonctionnent, qu'elles ont ni queue ni tête ou qu'elles sont délirantes, mais que ça fonctionne et que moi ça me va finalement dans mon nouveau, schéma de pensée, bah, Mmh. je prends. Donc voilà, je dirais que ouais, mère, c'est bon, on va se créer des problèmes, hein, quand on est mère, c'est sûr que Mmh. on va pas vers une vie plus simple. C'est un choix, voilà. Mais pour moi, je trouve que chaque problème, c'est vraiment chaque situation, c'est une marge de mon évolution. Mon fils, il a des problèmes de dyslexie, il a des problèmes à l'école, voilà. Chaque problème que je vais rencontrer, c'est un tremplin à mieux me connaître, quoi, tu Mmh. vois? Et ça, voilà, c'est ce que j'aimerais bien transmettre,
toute cette relation, mère-enfant, du départ, qui part de la conception finalement et puis de toutes ces premières années qui sont pas toujours évidentes, hein. C'est vrai, la maternité, c'est quand même, Une sacrée aventure. une sacrée aventure et dans un contexte, social, culturel, où en fait, ça a pas sa place, je trouve. Ça a pas sa Mmh. place. Tu sais, je me rappelle que quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, heu: «Comment ça se fait qu'on accouche encore, en fait? Avec toutes les technologies, Mmh. tout ce que comment ça se fait qu'il y a pas des couveuses finalement maintenant?» Je veux dire, il y a plus rien qui est fait. Enfin, je prenais le métro, je courais au travail, il y a j'avais ce truc devant, c'était accessoire, et la vie continuait, enfin tout était, tout devait être normal, juste avec un gros ventre devant. Donc je me dis: «Mais pourquoi on transpose pas ce truc-là, dans une couveuse, quoi?» Enfin, c'était, ça me paraissait totalement inadapté à notre société, quoi, totalement. Donc je pense que dans le contexte enfin, comment on vit, les congés, maternité qui sont courts, on est seul, la famille est pas forcément à côté, le mari rebosse, Ouais. seul avec un bébé et puis même après, même les petits enfants, petits, voilà, il y a des confrontations, assez importantes. C'est des âges où ils se rebellent, même petits, des âges où ils trouvent leur identité, ils trouvent ils doivent trouver leurs limites, ils testent. C'est des âges où ouais, c'est on puis ça ils savent bien appuyer là où il faut appuyer en Ouais. général, hein. Ils savent toucher, là où et ouais et ça je trouve enfin moi je petit à petit, en fait, chaque épreuve a été, je m'en suis servie comme, trouver une solution et aller vers un mieux. Mmh. Donc c'est des marches, chaque problème est une marche, vers un une meilleure version de moi, j'ai envie de dire. Mmh. Je vois. Voilà, donc après il y a l'autre côté, hein. Le fait d'être mère, c'est aussi beaucoup de doutes, des angoisses, bon avec le stress post-traumatique, ça a été dur, hein, enfin pour revenir sur la construction du lien, tout était angoisse en fait, hein. Tout était, la vie s'arrêtait, tous les jours, hein, donc dès que je disais au revoir à mon fils parce qu'il allait, chez la nounou, parce qu'après ça a été l'école, je lui disais au revoir, je lui disais vraiment au revoir à chaque fois, quoi. Ça a été dur ça, et je me forçais à faire les choses quand même, je les faisais. Mais j'avais peur de le perdre, j'avais peur moi de, traverser la route parce que j'allais me faire renverser, voilà, sont venues avec ça aussi des angoisses, terribles et heu et en même temps, cette confiance qui petit à petit s'installait, voilà, d'être restée là, il y avait une raison et ce qui contrebalançait ces angoisses, en fait. C'est ce qui m'a aidée à vivre ces angoisses, je crois, cette confiance, Mmh. puissante. Eh Voilà. bien, pour en venir vers la fin de l'épisode, j'aimerais te poser la question suivante. Que t'évoque le titre «Sois sage et parle fort»? Alors, «Sois sage», je connais bien. C'est j'ai toujours été sage, je crois. Enfin, du plus loin que je me rappelle, ma mère dit même ça, que j'étais très sage. Donc j'étais très sage et puis, ça veut dire, «Sois sage et tais-toi» plutôt. Donc voilà, pour moi, «Sois sage», c'est plutôt, se taire et là, je dirais que j'ai envie de parler maintenant. Alors c'est pas pour plus être sage, au contraire, mais on m'a demandé en fait de partager cette expérience, enfin, en le racontant, on me disait qu'il fallait que je partage et donc de la raconter, quelque chose que je racontais pas forcément, enfin où je trouvais pas toujours les gens à qui le raconter aussi. C'est pas c'est des Je sais que c'est dur à entendre, hein, ce que je viens de raconter, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Ça confronte, surtout quand on connaît les gens, on n'a pas envie de savoir à quel point les gens ont souffert finalement, ça fait mal, les gens ils savent pas toujours accueillir ça je me suis beaucoup tue sur le sujet, on sent qu'il faut pas en parler quoi, c'est des sujets qui sont durs, et puis à côté de ça, d'autres rencontres qui au contraire demandaient à comprendre, à savoir, et me demandant de pas garder ça pour moi quoi, voilà et Mmh. donc me demandant de parler fort sur le sujet, ce que je savais pas trop faire, hein, mais j'essaye. Mmh. Voilà, donc je dirais que, tout ce chemin continue de m'amener vers la sagesse, vers une autre sagesse peut-être, une sagesse où on parle.
Ah, merci beaucoup. C'est une belle définition de cette phrase, je trouve. Être sage, avoir la sagesse d'oser parler fort, c'est un peu ça l'idée. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton récit, pour ton témoignage que tu as, voilà, tout ce que tu as vécu, nous raconter un peu, voilà, l'envers du décor de la maternité, de l'accouchement. Ça peut être aussi assez terrible et de dénoncer un peu ces violences gynécologiques qui malheureusement Ouais. existent encore et même en 2022, de se rendre compte que les violences gynécologiques existent et Mmh. doivent être dénoncées et c'est Mmh. important d'en parler. Ouais. Donc évidemment, j'invite les personnes qui nous ont écoutés à nous faire leur retour, à nous dire si elles aussi, elles ont pu vivre ce genre de traumatisme. En tout cas, en parler, c'est déjà une première, un premier moyen de résilience, je pense. Mmh. Voilà, donc je te remercie beaucoup d'être venue parler sur Sois sage et parle fort. Bah, c'est moi qui te remercie Marie de m'avoir laissé cet espace aussi, de parole. Parce que je pense que c'est important. Comme tu dis, il y a encore beaucoup de violence et c'est de plus en plus dénoncé, mais c'est quand même encore, très présent. Le personnel médical a des difficultés à se remettre en question et hem et c'est là et oui et je pense qu'il faut parler parce que moi, à chaque fois et bon, j'ai raconté cette histoire, des milliers de fois, hein, mais c'est vrai que même là, je pense que tu vois, de le raconter encore une fois, à chaque fois, il se débloque ou il y a un truc qui arrive, Mmh. il se passe un truc, il se passe toujours un truc. À chaque fois que je raconte l'histoire et puis je raconte pas toujours de la même façon, il y a toujours un truc donc de raconter, ça libère et surtout de savoir trouver les personnes qui veulent bien écouter parce que c'est ça et que enfin, c'est difficile d'évaluer ce qui est tu, au Mmh. sens terre, hein, tant que c'est tu, tant que c'est pas dévoilé, tant que c'est pas émis, on peut pas avoir d'avis, on peut pas se prononcer. Mmh. Oui, oui, Et, et je pense je que c'est veux important d'en parler. Et je veux aussi dire que malgré tout, enfin, la résilience, on y accède, quoi. Enfin, malgré les grosses difficultés, malgré des événements sur lesquels on se dit, moi vraiment, je pensais que j'en sortirais jamais, hein. Ça a été vraiment une descente aux enfers longue et, et difficile, hein, et pourtant, voilà, aujourd'hui, je suis capable de regarder ça en disant que ben, il fallait que ce soit là. Enfin, c'est là en tout cas, Mmh. que c'est là et que c'est accepté et que je le transforme, j'en fais une force. Mmh. Je, la résilience, c'est Boris Cyrulnik qui l'a défini comme la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme, mais en insistant sur le fait que c'est un nouveau développement. Euh, Mmh. on peut pas repartir sur sur de l'existant. On repart sur un renouveau. Et atteindre ce renouveau, bah, je trouve que ça vaut le coup. Bah écoute, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ces mots-là parce qu'on se rend compte que même en ayant vécu des choses atroces et des moments difficiles, on peut finalement aller plus loin et pas Ouais, rester ouais, sur la douleur. Et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages comme ça aussi forts. Donc, ouais. je te remercie beaucoup de ton partage. Et Et puis, ben, évidemment, merci de m'avoir laissé cet espace. j'espère que toutes les personnes qui nous auront écoutés auront apprécié d'écouter cet échange. Voilà, donc bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je te souhaite une bonne journée, Marine. Merci également. Et voilà, et puis comme d'habitude, surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu, mais parlez fort, beaucoup.